C'est une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains, gérée par des ressources humaines africaines et qui est présente dans 6 pays en Afrique de l'Ouest. Nous avons une vision. Notre vision, c'est de faire une hôtellerie africaine avec des Africains, donc des managers et des gestionnaires africains, mais suivant les normes internationales. Moi, personnellement, je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant, et j'ai commencé, quand j'ai fini mes études et que je suis rentré au Mali, j'ai commencé dans le négoce, à côté de mon père. Et d'ailleurs, tout ce que je connais aujourd'hui de ce métier, je l'ai appris à côté de mon père, qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, c'est cette génération de commerçants a envoyé ses enfants étudier. J'en suis un exemple. Un digne représentant. Voilà. Ouais. Et donc, cette nouvelle génération est revenue et a commencé à investir dans des secteurs productifs. Moi, j'étais dans le négoce et à un moment donné, je me sentais à l'étroit dans ce secteur. Je ne sentais pas que j'apportais une valeur ajoutée à mon pays. J'avais fait des études, j'ai fait des études dans une école de commerce. Et je me disais, ce n'était pas pour venir acheter et vendre, acheter et vendre. Et c'est là que j'ai commencé à regarder dans quel secteur je pouvais me diversifier. Il y a eu cette opportunité de la privatisation du Grand Hôtel et c'est là que j'ai créé cette société-là. Donc oui, et je reçois souvent des jeunes, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui viennent me parler de leur entreprise qu'ils ont montée. Certains sont dans l'énergie solaire, d'autres sont dans le IT. On sent vraiment qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui ont envie de ne pas faire que du commerce, comme l'a fait leur père ou leur grand-père, et qui ont envie d'être dans des secteurs productifs, dans des secteurs modernes. Parce que c'est ça qui développe un pays. Hein. Le commerce, c'est bien, mais à un moment donné, il faut sortir du commerce et aller dans un secteur productif. L'une de mes toutes premières idées, c'était de construire une usine de compote de mangue dans la région de Sikasso. J'avais d'ailleurs réalisé l'étude de faisabilité et j'avais commencé à chercher des financements. Et puis, je recevais, dans le cadre de mes activités de négociant, je recevais beaucoup de fournisseurs qui venaient nous rendre visite à Bamako et ils se plaignaient régulièrement de la qualité des hôtels à Bamako. Donc c'était dans les années début 90, fin 80, début 90. Il n'y avait que 2 hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako et l'Hôtel de l'Amitié, qui étaient gérés par l'État malien, donc qui étaient très très mal gérés. Oui. Et donc un de ces fournisseurs m'a dit, mais tiens Mossadegh, comme tu cherches une activité industrielle à pratiquer, pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas dans l'industrie du tourisme, l'industrie hôtelière plus précisément? C'est l'une des plus grandes industries mondiales qui attire beaucoup de devises, qui fait rentrer des devises dans le pays et surtout qui crée beaucoup d'emplois. Et c'est comme ça que j'ai créé ma propre société, la Société malienne de promotion hôtelière, et en fin 93. Et ensuite, en 1994, l'État du Mali a lancé un appel d'offres pour privatiser le Grand Hôtel de Bamako. Nous avons soumissionné, nous avons eu la chance de gagner cet appel d'offres. Donc nous avons racheté le Grand Hôtel de Bamako avec l'État du Mali, grâce d'ailleurs à un prêt que la Banque of Africa Mali, qui était dirigée à cette époque par Feu Bourema Silla, envers qui je suis très reconnaissant. Grâce à un prêt que cette banque nous a fait, nous avons pu acheter le Grand Hôtel de Bamako. Et avec un prêt que la Société financière internationale, la filiale de la Banque mondiale, nous a octroyé, on a pu rénover l'hôtel. On l'a réouvert en février 1995. Et ma foi, comme c'était le meilleur hôtel de la place, ça a très bien marché. Et ensuite, l'État nous a vendu le terrain où on a construit l'hôtel Salam. Voilà comment je me suis lancé dans l'industrie hôtelière. J'avoue qu'au tout début, quand je faisais les travaux de rénovation, j'avais invité un banquier de la place de Bamako, un banquier français, pour venir visiter les travaux et nous faire un prêt relais
le temps que nous recevions le décaissement de la SFI. Et il a eu une remarque en disant « Ah, c'est bien, Monsieur Bali, vous avez acheté un hôtel, vous êtes en train de le rénover, mais vous savez, l'industrie hôtelière, c'est compliqué. En général, vous les Maliens, vous êtes des bons commerçants, donc il faut rénover l'hôtel et le confier à une chaîne internationale. » Je lui ai dit non, je pense que ce que la chaîne internationale peut faire, nous aussi, en tant qu'Africains, on peut le faire. On peut faire preuve de rigueur, de professionnalisme. Et effectivement, j'ai juste recruté un directeur d'hôtel, un très bon professionnel, qui a fait un excellent travail. Et voilà comment l'aventure du groupe Azalaï est née en 1994 au Mali. Nous avons une vision. Notre vision, c'est de faire une hôtellerie africaine, avec des Africains, donc des managers et des gestionnaires africains, mais suivant les normes internationales. Donc, les standards internationaux. Les standards donc il n'y a pas un standard africain pour revenir à une partie du débat d'hier soir. Donc c'est des standards internationaux. Absolument. On doit vous comparer aux grandes chaînes d'hôtellerie, Radisson, voilà. Accor, les autres Star. Telle est notre ambition. Telle est notre ambition. Je veux dire, une chambre d'hôtel est une chambre d'hôtel. Quand un homme d'affaires vient dans une chambre, il veut avoir une chambre propre, fonctionnelle, Internet qui marche, la douche qui marche. Là, que vous soyez à Bamako, à Tokyo ou à Paris, c'est la même attente du client. Par contre, nous souhaitons que quand les clients qui viennent de Tokyo ou de Londres et qui viennent à Bamako ou à Ouaga se sentent en Afrique dans nos hôtels. Alors là, ça passe par certains points d'identité, tels que dans la décoration. Vous voyez, dans cette salle, nous avons de l'artisanat touareg. Voilà, on sent que quand même qu'on est au Mali. Nous essayons de voir la même chose dans les autres pays. Si vous allez dans notre unité à Ouaga, vous verrez beaucoup de bronze, parce que le Burkina est connu pour ça. Au niveau de la restauration, nous essayons aussi de faire de la promotion des produits locaux. Donc c'est ça notre vision, que nos hôtels reflètent l'Afrique. Parce que nous sommes fiers d'être africains, nous sommes fiers de démontrer que des managers africains, des gestionnaires africains peuvent avoir la même rigueur, le même professionnalisme. À partir de 2004, nous avons pensé qu'on pouvait sortir des frontières du Mali. Donc nous avons assisté à un appel d'offres au Burkina Faso qu'on a gagné. Ensuite 2007 en Guinée-Bissau, 2008 au Bénin. Et dans toutes ces opérations, nous avons gagné des appels d'offres et nous avons rénové les hôtels, ou alors on a construit des nouveaux hôtels, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, qui est notre dernière ouverture au mois de mars 2017. Nous avons lancé Azalaï Hotel Abidjan, sous la présidence d'ailleurs du président Alassane Ouattara, qui nous a fait l'honneur et le privilège d'être venu en personne pour inaugurer l'hôtel. Nous avons aussi repris un hôtel à Nouakchott, l'hôtel Marhaba, que nous avons complètement rénové. Donc notre objectif, lorsqu'on est sorti des frontières du Mali en 2004, on s'est dit, nous avons fait la preuve avec le Grand Hôtel et l'Hôtel Salam, que les Africains aussi pouvaient investir dans l'industrie hôtelière, pouvaient réussir dans l'industrie hôtelière, pouvaient gérer des hôtels avec une hospitalité africaine, mais avec les standards internationaux. On s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une mini-chaîne hôtelière, une chaîne panafricaine de gestion hôtelière. Donc nous avions fait appel à un cabinet de communication et de marketing, notamment DFA, qui nous a aidé à choisir le nom de la chaîne, qui est Azalaï. Donc Azalaï voulant dire la caravane de sel, en langue touareg. Et moi-même étant issu de Tombouctou, un originaire de Tombouctou, plus précisément du village d'Arawan, qui est à 250 km au nord de Tombouctou, je connais l'Azalaï parce que quand j'étais enfant, nous passions nos 3 mois de vacances à Tombouctou. Et chaque fois que l'Azalaï revenait de Taoudeni, des mines de sel de Taoudeni, puisque l'Azalaï c'est des centaines et des centaines de dromadaires. Et donc quand l'Azalaï arrivait à Tombouctou, c'était une grande fête. Donc lorsque l'agence nous a proposé ce nom, enfin nous a proposé plusieurs noms, on a choisi Azalaï parce que
On s'est dit, la caravane, c'est majestueux, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est l'endurance aussi. Donc nous avons choisi Azalaï. Et ensuite, nous avons pris comme logo deux dunes renversées. Oui. Donc ça, c'était en 2005, on avait déjà 3 hôtels, le Grand Hôtel, l'Hôtel Salam à Bamako et l'Hôtel Indépendance à Ouagadougou. Et donc l'objectif et l'ambition, c'était d'être présent dans les 8 pays de l'UEMOA. Aujourd'hui, je dirais, c'est un objectif quasiment atteint, puisque nous sommes présents dans 7 pays de l'UEMOA. Il ne nous reste plus que le Togo, où nous n'avons ni d'hôtel ouvert, ni de projet, mais j'espère que dans les semaines à venir, nous allons pouvoir annoncer que nous allons nous installer au Togo pour compléter la zone UEMOA. Et à partir de là, nous avons décidé de nous étendre dans la zone CEDEAO. Donc nous avons commencé des prospections au Ghana et au Nigeria. Et bientôt, nous allons aussi regarder en Sierra Leone et au Libéria. Donc voilà, notre objectif, notre stratégie de développement, c'est d'abord l'Afrique de l'Ouest. On a commencé par l'UEMOA. Maintenant, on s'étend à la CEDEAO. Nous avons commencé notre projet d'hôtel à Conakry, qui est aussi membre de la CEDEAO. Nous avons déjà un hôtel en Mauritanie, qui est un ancien pays de la CEDEAO, qui vient d'ailleurs de signer un accord de partenariat avec la CEDEAO. Et on s'est dit, on va se consolider en Afrique de l'Ouest, avant de regarder les autres zones de l'Afrique. Et nous avons d'ailleurs commencé aussi des prospections en Afrique centrale, notamment au Cameroun et en RDC. Voilà un peu la stratégie de développement du groupe Azalaï. Développement et concentration et consolidation en Afrique de l'Ouest et prospection en Afrique centrale et peut-être demain aussi, pourquoi pas, en Afrique de l'Est. Des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya sont des pays très dynamiques. Peut-être qu'un jour, on pourra aussi aller regarder les opportunités là. Nous sommes dans l'hôtellerie d'affaires. Nous ne sommes pas encore dans l'hôtellerie balnéaire, à savoir nos hôtels sont destinés aux voyageurs d'affaires. Nous sommes en général dans les capitales, donc dans les centres-villes des capitales. Nous avons des hôtels qui sont aux normes internationales, aux standards internationaux. Nous sommes dans la moyenne gamme, c'est-à-dire dans du 4 étoiles. Et puis, nous essayons de mettre dans nos hôtels l'Afrique, l'hospitalité africaine, la légendaire hospitalité africaine. Et pour cela, nous avons même créé une école de formation au métier de l'hôtellerie à Bamako, qui est maintenant à sa 3e promotion, justement pour former nos collaborateurs au métier de l'hôtellerie. C'est facile de détruire et c'est très difficile de reconstruire quand on a détruit. C'est vrai que le Mali quand même vient de très très loin et aujourd'hui attirer des investisseurs après tout ce qu'ils ont entendu sur le Mali, c'est une tâche colossale, mais c'est le travail du gouvernement de s'y atteler. Nous attendons par exemple du ministère du Tourisme de concocter un plan de communication sur le pays parce qu'aujourd'hui quand vous écoutez la radio, les médias internationaux, dès qu'on parle du Mali, c'est pour parler de la crise ou de l'après-crise. Voilà, de 2 roquettes qui ont été envoyées sur Gao, de 5 humanitaires qui ont été enlevés, mais on ne parle pas des hôtels qui sont pleins à Bamako, on ne parle pas du festival sur le Niger à Ségou qui a attiré un monde fou. Voilà, il faudrait qu'on parle du Mali post-crise, du Mali qui renaît, du Mali qui redevient ce qu'il était avant. Donc, et à ce niveau, vous pouvez beaucoup contribuer en tant que... Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Encore une fois, on revient au leadership. Quand même, on dit où va le Mali, on est dans le mur. On ne peut pas être aussi bas que le Rwanda l'a été en 1994. C'était un pays détruit. 800 000 morts, je ne sais pas si vous imaginez 800 000 morts. Hitler, il a mis 5 ans pour massacrer 5-6 millions de juifs. Au Rwanda, ils ont massacré 800 000 personnes en 3 mois. 3 mois. 10% de la population détruite par-ci. Mais c'est un pays aujourd'hui qui est la fierté de tous les Africains. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership.
Est-ce que ça vous donne envie de faire de la politique? Serge, j'ai une entreprise avec des employés et tout ça. Alors non, pour être plus sérieux, pour rebondir dans le sens de ce qu'a dit le ministre Wan, je pense qu'au Mali, les élites, quand je dis les élites, ceux qui ont reçu l'éducation malienne, moi je dirais, la bonne éducation, ne pourront pas faire l'économie peut-être de venir dans l'arène politique, dans l'arène publique, je dirais, même pas politique, publique, gérer nos entreprises, faire des consultations. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Peut-être qu'il faut aujourd'hui que les élites se fassent entendre, que les élites aujourd'hui essayent de venir à des postes pour pouvoir changer la donne. Mais Serge, ça commence d'abord par la tête. Le jour où on aura un Kagame, un Rawlings, un Ben Ali à la tête du Mali, le Mali va changer. Le Mali va changer. Il nous faut un dirigeant visionnaire qui est en mission, qui est totalement désintéressé par la chose matérielle, qui dit je suis en mission pour sauver mon pays. Et je vais tirer avec moi toutes ces élites-là qui sont dans les coins, qui ne veulent pas se mouiller parce qu'ils trouvent que c'est trop sale, ils ne veulent pas venir. Je vais regrouper autour de moi ces élites et je veux changer mon pays. Mais pour ça, il faut un leader visionnaire. Donc peut-être qu'un jour, on aura un Kagame au Mali qui va venir nous aider à faire ça. Je sais pas. Le visa unique en Afrique. Pouvoir voyager partout en Afrique, un. De deux, que le projet du barrage de Inga soit un projet africain. Parce que d'après les experts, ce barrage peut donner l'électricité à toute l'Afrique. Donc visa unique pour tous les Africains, ou même pas de visa, passeport unique. J'ai un seul passeport et je peux visiter les 54 pays africains, 53 bien sûr, moins mon pays, sans avoir besoin de visa. Et puis faire le barrage de Inga pour donner l'électricité à l'ensemble de l'Afrique. Il faut aller vers les métiers. L'Afrique est aujourd'hui le continent du devenir. C'est le seul continent qui reste à développer. C'est le seul continent dont l'économie n'a pas encore été développée. Et tout reste à faire. Donc c'est vraiment une opportunité gigantesque, fantastique pour cette jeunesse-là. Il faut être décomplexé, il faut avoir confiance en soi-même, il faut être résilient et être professionnel et aller vers les métiers. C'est bien d'étudier, c'est bien de faire des longues études, mais c'est encore mieux de faire une formation pour que lorsque vous avez terminé cette formation, vous puissiez trouver du travail rapidement. Nos économies créent beaucoup d'emplois et souvent ces emplois ne trouvent pas preneur simplement parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins des entrepreneurs. Donc c'est un appel que je lance aux autorités pour revoir tout le modèle de formation, tout le cursus de formation professionnelle et technique, de mettre les budgets sur cette formation professionnelle et technique, mais je lance aussi ce même appel aux jeunes pour qu'ils s'orientent vers les métiers, parce que c'est là qu'il y a l'avenir, c'est là que tout reste à faire. Quand je prends mon pays, le Mali, où il y a une industrie minière qui s'est considérablement développée ces dernières années, ben, beaucoup d'emplois sont occupés par des Philippins, par des Thaïlandais, parce qu'on ne trouve pas des jeunes Maliens qualifiés dans ces métiers de l'industrie minière. Donc, ça me fait toujours mal de voir des jeunes qui quittent leur pays pour mourir dans le désert ou pour mourir dans la mer Méditerranée, alors qu'il y a des opportunités dans nos pays, simplement les jeunes ne sont pas formés. Donc, à la jeunesse de l'Afrique, ayez confiance en vous-même, orientez-vous vers les métiers qui sont en très forte demande sur notre continent, et puis soyez rigoureux, ayez confiance et ne perdez pas de vue que vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous et surtout vous êtes issu d'un continent qui est en devenir, qui doit se développer, qui est en train de se développer et qui est d'ailleurs, je dirais, aujourd'hui l'enjeu économique majeur puisque tous les autres continents se sont développés, sont vieux, ont une démographie vieillissante et donc maintenant ces autres continents veulent maintenant s'intéresser à l'Afrique parce qu'ils ont compris que c'est ça le devenir économique du monde.
Donc il faudrait que ce devenir du monde qu'est l'Afrique se fasse avec cette jeunesse africaine et ne se fasse pas sans cette jeunesse africaine. C'est un peu le message que j'envoie aujourd'hui à cette jeunesse africaine, qu'elle soit d'ailleurs la jeunesse qui est sur le continent, mais aussi la jeunesse africaine de la diaspora, parce que ça aussi c'est un appel que je lance à la diaspora. Votre vraie valeur ajoutée, elle se trouve sur le continent africain. Là où vous vous trouvez, accumulez de l'expérience et venez partager cette expérience avec les Africains qui sont restés sur le continent. Le tourisme en Afrique est une industrie qui présente un potentiel énorme, qui n'est pas du tout exploité encore, dû justement aux contraintes. Les contraintes essentiellement c'est l'accès au foncier. Le foncier coûte très très cher malheureusement dans nos pays et il y a très peu de pays qui ont mis en place une politique de mise à disposition de foncier à des coûts raisonnables pour les développeurs. Donc aujourd'hui, pour avoir un terrain dans nos grandes capitales, en général, c'est des terrains qu'il faut aller chercher auprès des privés. Il y a une spéculation foncière qui fait que lorsque vous avez acheté le terrain, vous avez déjà consommé une bonne partie de votre capital. Ensuite, les délais de construction sont malheureusement très longs parce que nous disposons dans nos pays de peu d'entreprises qualifiées qui ont des ressources humaines qualifiées pour ce genre de travaux. Il ne faut pas oublier qu'un hôtel est un bâtiment très complexe, c'est une industrie en fait, l'industrie hôtelière comme son nom l'indique. Donc un hôtel c'est une industrie, c'est une usine avec tous les corps de métier. Donc nous avons très peu d'entreprises qui ont cette expérience, cette expertise de construire des hôtels, ce qui fait qu'on a souvent beaucoup de retard dans la construction des hôtels. Le financement aussi peut être un souci ou même est un souci en tout cas pour les nouveaux qui viennent. C'est vrai que pour des groupes comme le nôtre qui ont déjà fait leur preuve, aujourd'hui l'accès au financement n'est plus un souci, mais c'est vrai que pour les nouveaux ça peut être un souci. Il ne faut pas oublier que l'industrie hôtelière consomme beaucoup de capitaux et puis est aussi chronophage. Et puis il y a aussi malheureusement les lourdeurs administratives. Pour obtenir les autorisations, ça prend beaucoup de temps, ce qui fait qu'en général, pour faire un projet hôtelier sur le continent africain, entre le moment où on a décidé d'investir et le moment où on ouvre au public, il faut compter en 3 et 4 ans, ce qui est quand même relativement long. Voilà les obstacles qui font qu'à ce jour, la demande progresse beaucoup plus vite que l'offre, parce que comme je disais, pour construire un hôtel, il faut en 3 et 4 ans. Et entre-temps, la demande de services hôteliers a augmenté parce que l'Afrique est quand même un continent qui attire maintenant beaucoup d'investisseurs. Donc, on reçoit beaucoup de voyageurs. Donc, le potentiel, il est là.